Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'actualité et je développerai 5 points, 5 raisons pour lesquelles je pense qu'il faut éviter de consommer excessivement les médias et les infos d'actualité. Pour introduire ce sujet, je vais citer Taleb Nicolas Nassim, auteur des ouvrages Antifragile et Le Cygne Noir, qui nous dit « Les gens ne réalisent pas que les médias sont payés pour avoir votre attention. » Et il continue « Pour un journaliste, le silence surpasse rarement la parole. » Ce que nous dit Nicolas Nassim, c'est que lorsqu'on s'intéresse à l'actualité, il ne faut pas oublier que derrière chaque information, il y a un journaliste qui est payé pour le faire. Il y a un journaliste dont la vie dépend, dont le salaire dépend de cette information. Un journaliste qui est obligé, pour gagner sa vie, pour payer ses crédits, pour payer son prêt immobilier, pour avoir un salaire, de constamment avoir à produire de l'information. Et voilà la première raison pour laquelle il faut être très vigilant lorsque vous consommez de l'actualité, c'est que la personne qui le fait ne le fait pas parce qu'elle pense qu'elle a quelque chose à dire ou ne le fait pas parce qu'elle pense que l'information a de la valeur, elle le fait tout simplement parce que son salaire en dépend, elle le fait tout simplement parce que c'est un business. Et Taleb Nicolas Nassim ajoute pour un journaliste, le silence surpasse rarement la parole. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça nous explique que pour le commun des mortels, lorsqu'on n'a rien à dire, on se tait. Toute personne rationnelle parle lorsqu'elle a des choses à dire et se tait lorsqu'elle estime que c'est le moment de se taire. Et quelque part, c'est un peu la beauté du discours où parole et silence s'équilibrent. Le silence donne de la valeur à la parole et la parole donne de la valeur au silence. Un peu comme en musique d'ailleurs, où la musique, le son et les silences ont à peu près la même valeur et parfois le silence est plus puissant, a plus d'importance que le son des notes musicales. Mais pour le journaliste, le silence n'existe pas parce que pour lui, le silence est l'équivalent du chômage. S'il ne produit pas d'informations, s'il se tait, eh bien il est licencié parce que son travail dépend du bruit qu'il fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête lorsque vous consommez de l'actualité, lorsque vous consommez des médias. Posez-vous la question, est-ce que la personne qui me donne cette information le fait parce qu'elle pense que cette information est utile pour ma vie, qu'elle est nécessaire, qu'elle va m'aider à grandir, à évoluer, qu'elle va m'être utile dans ma vie au quotidien, ou est-ce que cette personne me donne cette information parce que c'est son business, parce que c'est comme ça qu'elle fait de l'argent, parce que c'est comme ça que fonctionne ce business model. Et aujourd'hui, dans l'ère de la communication, la matière première qui a le plus de valeur, eh bien, c'est l'attention. Plus que le pétrole, plus que l'or. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, parmi les entreprises les plus valorisées en bourse, on a Google, Alphabet et Facebook. Et quel est le business plan de ces entreprises? Elles ne fabriquent rien, elles ne produisent rien dans l'absolu. Eh bien, leur carburant, leur pétrole, c'est vous, c'est l'attention. Facebook ne vit que de votre attention. Et d'ailleurs, la bataille rangée aujourd'hui qui se passe entre YouTube et Facebook est autour de l'attention, parce que YouTube est en train de devenir un média social. Les gens passent de plus en plus de temps sur YouTube et délaissent un peu Facebook. Instagram survit toujours parce que c'est basé sur un autre modèle, c'est basé sur la photo, c'est basé sur l'idée de montrer sa vie mieux qu'elle ne l'est réellement, c'est basé sur le côté voyeur aussi des gens. Mais tout ça, il faut vous dire que c'est des entreprises qui pèsent plusieurs milliards de dollars et qui n'ont aucun autre intérêt, aucune autre valeur que celle de captiver votre attention. Donc première raison, n'oublie jamais que le média est d'abord un business et que derrière chaque information, il y a un journaliste dont le salaire dépend de cette même information. La deuxième raison pour laquelle il faut absolument arrêter de consommer les médias d'actualité, c'est que les médias vous dépriment. L'information est déprimante. Et à la longue, ça peut devenir dangereux pour votre santé mentale et pour votre santé d'une façon générale. Vous savez qu'il y a une corrélation entre la déprime mentale, la déprime psychologique et la déprime physique. Quand vous êtes déprimé, votre système immunitaire se fragilise. L'anxiété provoque des réactions en chaîne extrêmement destructrices.
L'anxiété déclenche une production excessive de cortisol. L'excès de cortisol dans le corps fait que vous prenez plus de poids, vous dormez mal, vous êtes déréglé, vous mangez moins bien, ou vous aurez tendance à vous porter sur des aliments que vous ne devriez pas manger. Vous allez manger plus de sucre, vous allez manger à des heures où il ne faut pas manger, vous allez vous lever la nuit pour aller bouffer ce qui reste dans le frigo. Et les gens sous-estiment souvent l'impact de la négativité, de l'anxiété sur leur vie. Ils pensent que ça reste au niveau psychologique, voilà, ça provoque des peurs, des angoisses, mais la peur et l'angoisse provoquent physiquement, biologiquement, chimiquement de la production d'hormones dans votre corps. Ce n'est pas anodin. Et la pire des hormones, celle qui peut te flinguer la vie, flinguer ton sommeil, flinguer ton alimentation, te faire grossir, te faire prendre du poids, c'est la cortisol. Et la cortisol est déclenchée par le stress, par l'angoisse, par la peur, par un tas de mécanismes qui sont liés au mal-être psychique. Et comme les médias donnent essentiellement de l'information négative, eh bien, les médias sont dangereux pour la santé. 9 informations sur 10 sont systématiquement négatives. Tout fait peur dans les médias. Même le générique des journaux télévisés est angoissant. T'as l'impression qu'on va partir en guerre. Il se passe rien, mais le générique commence avec une musique comme ça angoissante. T'as l'impression que c'est du Wagner. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la Valkyrie, on va faire la guerre. Et la raison en est assez simple, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi autant d'informations négatives ? On pourrait peut-être captiver l'attention des gens et avoir un business plan qui serait basé sur de l'information positive. Eh bien, il faut comprendre que la négativité fait vendre, la peur fait vendre. Et quelqu'un qui l'avait très bien compris, c'était le créateur de jeux vidéo Hideo Kojima, qui disait dans un entretien avec Shinji Mikami, qui est le créateur de Resident Evil, il disait que faire peur aux gens n'est pas très dur. C'est un peu la chose la plus facile et la plus universelle. Par contre, les faire rire est la chose la plus difficile. Pourquoi ? Parce que quelque part, la peur est universelle. Ce qui fait peur à un Américain fera peur à un Japonais, fera peur à un Français. Pour reprendre le cas du jeu Resident Evil, tu vois des zombies qui te sautent dessus, qui t'attrapent, qui te mordent le cou. C'est une scène qui fait peur partout dans le monde. T'as pas besoin d'être d'une culture particulière ou d'avoir une sensibilité particulière pour qu'une scène pareille génère en toi de l'angoisse et de la peur. Alors que l'humour n'est pas du tout international. C'est très très difficile de faire rire un Américain avec ce qui fait rire un Français. D'ailleurs, on pourra voir à chaque fois qu'un humoriste français essaye de faire une petite carrière aux États-Unis, c'est souvent un flop. Gad Elmaleh, par exemple, qui remplissait des zéniths en France, n'arrive même pas à réunir 50 personnes dans une salle aux États-Unis, dans une petite salle de stand-up à New York. Et lorsqu'il le fait, 99% de l'audience, c'est des Français qui vivent aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que l'humour de Gad Elmaleh, pour un Américain, ça fait pas forcément rire. C'est quoi toute cette génération des humoristes français du type Gad Elmaleh, Jamel Debbouze ? C'était faire rire avec l'accent marocain, parler français avec un mauvais accent. Le fond de ce qu'il racontait ne faisait pas forcément rire, c'était juste l'histoire de faire rire avec un accent différent. Sauf qu'aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, se moquer ou faire rire avec l'accent, c'est très difficile, parce que c'est un monde où l'accent varié et divers est déjà assez présent et c'est pas un sujet de moquerie. L'accent australien, l'accent néo-zélandais, l'accent sud-africain, l'accent américain, l'accent britannique, les gens, ça peut être un sujet de drôlerie. On trouve souvent l'accent australien drôle, l'accent néo-zélandais drôle, vu par les Britanniques. Mais c'est pas un sujet de moquerie, c'est pas au centre en fait. Ça peut pas être au centre de l'humour. L'accent est un détail dans le monde anglo-saxon parce que c'est un monde tellement vaste qui couvre aussi l'Inde, l'Égypte, l'Afrique, que, en fait, l'accent, c'est presque la normalité. Tout le monde a un accent, même au Royaume-Uni, l'accent écossais, l'accent irlandais. Donc, un humoriste qui débarque et qui essaye de faire rire avec les différents accents, ça peut marcher 30 secondes. Mais, en général, ils ne le font pas et c'est très dur de le faire. Et d'ailleurs, même en France, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, ça a très très mal vieilli. Qui regarde encore aujourd'hui un spectacle de Jamel Debbouze ? Ça a extrêmement mal vieilli parce qu'il n'y a pas de fond dans ce qu'il faisait. C'était essentiellement faire rire avec de la gestuelle. D'ailleurs, Gad Elmaleh était mime. Il est plus mime que comédien, au passage. Et le fond de ce qu'il racontait était assez vide, en fait. Alors qu'on peut très bien réécouter aujourd'hui du Desproges ou du Coluche. Parce que là, pour le coup, il s'attaquait à de vrais sujets
politiques, des sujets de société, il s'attaquait à l'économie, il s'attaquait à nos dirigeants. Plus personne ne s'attaque aux dirigeants aujourd'hui. Il n'y a plus d'humoristes qui s'attaquent vraiment à cette classe, mis à part Dieudonné. Mais tous les autres, ça n'aborde plus les vrais sujets. Et comme il est difficile de captiver l'attention avec de bonnes nouvelles, eh bien les médias ont compris que c'était la terreur qui faisait vendre, c'était la peur, c'était l'angoisse. Quand tu annonces une bonne nouvelle, tout le monde s'en fout. Quand tu dis le PIB est monté de 3 points, l'économie va bien, tout le monde s'en branle. Quand tu dis le PIB est descendu de 3 points, tout le monde est en panique. Lorsqu'il descend de 3 points, tu as les grands titres. Récession, dépression économique, chômage. Et là, les gens t'écoutent. Là, les gens s'intéressent à toi. Les gens ne s'intéressent à toi que quand tu les terrorises. Et d'ailleurs, ça concerne aussi bien les médias officiels, les médias mainstream, que les médias non officiels. Il faut dire que même dans les médias non officiels, il y a de la merde. Il y a des gens qui racontent des bêtises. Il y a beaucoup de mes auditeurs qui me disent « Ah, je n'écoute plus les médias officiels, mais j'écoute les médias non officiels. » Mais il faut aussi faire gaffe avec ça. Le nombre de crypto-scams que je vois sur Internet, c'est pas possible. Ça se présente comme des alternatives. T'as plein de gens qui créent en ce moment des shitcoins, qui sont des crypto-monnaies de merde basées sur rien du tout. Ils vous expliquent que les banques sont dangereuses, qu'elles sont en train de voler votre argent, donc venez acheter mon shitcoin, vous allez faire x1000, vous allez devenir millionnaire. Et en fait, c'est que des scams tout ça, hein. Les mecs, c'est des voleurs. Ils utilisent un peu les médias alternatifs en se disant « Nous, on n'est pas mainstream, nous, on a compris quelque chose, nous, on est red pill ». Malheureusement, la red pill a été récupérée par une quantité de clochards sur Internet qui en profitent pour en faire autre chose. Et il y en a aujourd'hui qui vont mettre la crypto-monnaie dans la red pill. Alors viens, achète mon shitcoin, tu vas devenir millionnaire. Donc il faut aussi faire gaffe dans les pseudo-médias parallèles. Il y a aussi des charlatans qui sont aussi dangereux d'ailleurs que les médias officiels. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient me raconter « Ouais, achète de la crypto-monnaie, ta banque c'est de la merde », je lui réponds « Non, on va te faire enculer, ma banque c'est très bien, ta crypto-monnaie tu te la gardes, ton shitcoin tu le bouffes, miam miam, c'est très bon, et tu me fous la paix. Arrête de me raconter ça, tu peux y croire si tu veux, si tu penses que ton avenir, si tu penses que ton shitcoin va te payer ta retraite, bien tant mieux pour toi, t'es majeur et vacciné, ou pas vacciné, on s'en fout. Et tu sais très bien ce que tu fais. Mais ne viens pas me raconter à moi ce que je dois faire. Tu vois, assume ta connerie tout seul. Donc moi je dirais, soyez vigilants autant avec les médias mainstream qu'avec les pseudo-médias alternatifs qui finalement jouent le même jeu. Les gens qui vendent de la crypto-monnaie, c'est quoi leur jeu ? C'est également la terreur que le système va s'effondrer, la terreur que les banques vont vous voler votre argent, et donc il faut se débancariser pour aller mettre son argent dans la crypto-monnaie. Pour moi, ce discours est aussi dangereux que le discours des médias officiels sur d'autres sujets. Il y a des gens qui ont cru à ce discours, qui ont vidé leur compte bancaire pour aller acheter de la crypto-monnaie. Alors dans le meilleur des cas, ils ont peut-être acheté de l'Ethereum ou du Bitcoin. Dans le pire des cas, ils sont allés acheter des shitcoins dont on ne sait même pas le truc, où il va, qu'est-ce qu'il fait, qui le détient, en pensant qu'ils se sont protégés du futur crash. Donc là, il faut être vigilant. Les moyens de se débancariser, il y en a. C'est des moyens traditionnels. Donc restez raisonnable. Si vraiment vous avez perdu confiance dans les banques, eh bien, achetez de l'immobilier, achetez de l'or, achetez de l'art, achetez des biens tangibles, mais par pitié, arrêtez d'acheter des shitcoins. Les shitcoins, pour ceux qui ne savent pas, c'est les crypto-monnaies qui sont créées tous les 15 jours en vous expliquant que vous allez faire x1000. Arrêtez, soyez un peu raisonnable. Et si tu as vraiment peur des banques et si tu crois à ce fameux discours que le système va s'effondrer, que ça sera l'Armageddon, etc., eh bien, éduque-toi financièrement et renseigne-toi sur les moyens traditionnels de protéger son argent du système bancaire. Et il n'y en a pas 1 million, il n'y en a pas 1 million. Donc le premier, c'est la pierre. Si tu as vraiment trop d'argent, achète des biens immobiliers. Si tu as moins d'argent, achète de l'or, achète quelques Napoléons d'or et tu les planques chez toi. Si vraiment tu as peur, moi je ne le conseille pas parce que l'or c'est un bien amorphe, c'est pas un truc qui est actif. Personnellement, j'ai jamais acheté d'or. Toute mon épargne est en stock option. Toute mon épargne est passée dans l'achat d'entreprise. Et quand j'approcherai la retraite, je commencerai un peu à me diversifier en bons du trésor. Mais je suis un peu trop jeune pour le faire
pour le moment. Et pour ceux que ça intéresse, j'avais fait sur Patreon 3 audios consacrés à l'investissement. Je vous les mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Avec votre contribution sur Patreon, vous avez accès à tous les podcasts que j'ai produits depuis le début. Sur les 3 dernières années, il y en a 110. Et 3 sont consacrés à l'investissement où j'explique concrètement comment j'investis au Royaume-Uni dans les ETF, comment je me diversifie, comment je prépare ma retraite, parce qu'on n'a pas de retraite en Angleterre. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens ne font pas ça par plaisir. Il n'y a pas de retraite étatique. Donc chacun prépare sa retraite dans le privé. Et moi, je dis que c'est très bien comme ça, parce que la retraite de l'État à 900 € par mois, c'est pas un truc qui m'a excité, ça m'a jamais vraiment intéressé. Je me lève pas le matin en me disant génial, au bout de 42 ans de cotisation, je toucherai 1000 € par mois. Ça m'a jamais vraiment intéressé. Et donc avec une très bonne stratégie, avec une bonne diversification, on peut très bien avoir une retraite plus que raisonnable. C'est le cas de tous les Américains, de tous les Britanniques. Ça peut nous choquer en tant que Français parce qu'on ne connaît pas ça. C'est un monde qu'on ne connaît pas parce qu'on a toujours eu une retraite par répartition. C'est la nouvelle génération qui paye la retraite de l'ancienne génération. Mais c'est un modèle qui ne peut pas durer parce que la nouvelle génération n'a plus de boulot. Et donc bientôt il y aura 5 actifs pour payer la retraite d'un seul retraité. Et avec la durée de vie qui se prolonge, les Français qui vont vivre jusqu'à 90, 92, 95 ans. Donc qu'on le veuille ou pas, un jour la France aussi se mettra à la retraite par capitalisation, qui a toujours été le cas aux États-Unis, en Angleterre. Et tous les retraités à Miami qui partent à la retraite avec 1,5 million, 2 millions de dollars, c'est assez courant, c'est pas extraordinaire. Et si tu commences à investir très tôt dans un fonds de pension sérieux, bien diversifié, tu peux très bien arriver à ce résultat. Et c'est de ça dont je parlais sur Patreon. Parenthèse fermée. Troisième raison pour laquelle il faut arrêter de consommer des médias d'actualité, c'est que le média est une très mauvaise représentation de la réalité. L'information qui vous est donnée, c'est l'information de l'instant. Elle est émotionnelle, elle est complètement déconnectée du réel et elle n'a pas de recul sur ce qui se passe. Et pour vous donner une preuve qui vous montre à quel point les médias sont déconnectés de la réalité et de ce qui se passe, je vous mettrai à l'écran l'extrait d'un journal du 16 mai 1940. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, on est à quelques semaines de la débâcle. On est à quelques semaines de devenir tous allemands. Et on a le journal, un journal qui s'appelle Le Journal d'ailleurs, ils ne sont pas trop cassés la tête, qui titre « La bataille de la Meuse se poursuit ardente ». À la guerre de position succède la guerre de mouvement. De violentes attaques allemandes avec chars ont été repoussées. Entre Mézières et Namur, l'ennemi a franchi le fleuve en plusieurs points et les combats continuent. Et dans ce journal, tu as un communiqué du général Daval qui explique comment la guerre va évoluer en guerre de mouvement, c'est-à-dire qu'au lieu de rester en position et de combattre l'ennemi, il faudra se déplacer et être un peu plus mobile. Quand tu lis ça, imagine, tu te lèves un matin, tu es à Paris, on est le 16 mai 40, tu es en train de lire le journal et tu te dis, on est en train de faire la guerre aux Allemands, voilà quoi, on fait la guerre, c'est compliqué, mais l'armée française tient, on est aux frontières, la ligne Maginot tient la route, et puis à côté, tu vois une petite photo qui te montre les Belges qui sont en train de fuir. Le petit texte sous la photo nous dit « Un dramatique aspect de l'exode de la population belge avec ses files de camions et de voitures chargées de femmes et d'enfants. » Et là, c'est un peu comme si ça ne nous concernait pas. Regardez, les Belges sont en train de se sauver, ils sont sur la route. Il n'y a aucune panique dans ce journal. Il y a, voilà, c'est la guerre, on est en train de faire la guerre aux Allemands, alors qu'on est le 16 mai 1940, les mecs. Dans 4-5 semaines, la France n'existe plus. Quelques semaines après ce journal, la France se prend la plus grande défaite de son histoire. Un massacre, un carnage. En 6 semaines, l'Allemagne avait nettoyé l'armée française. Et tu te dis, à 5 semaines de ce désastre, à 5-6 semaines de ce désastre, on aurait dû avoir un titre alarmant. Les panzers allemands sont en train de rouler sur Paris, Hitler est en train de gagner la guerre, il faut absolument que nos alliés entrent en guerre, il faut absolument que la Russie, que l'Angleterre, que les États-Unis entrent en guerre. Quelqu'un d'un peu visionnaire, quelqu'un qui comprend ce qui se passe, on aurait dû avoir, à 5 semaines de la défaite, un titre un peu plus alarmant.
Mais ça vous montre à quel point l'actualité est inutile. Tu vois, si essaye de t'imaginer un peu, les gens oublient l'histoire. Essaye de t'imaginer en français, t'es à Paris, t'es tranquille, t'as sorti ta clope, t'es en train de lire le journal, la bataille de la Meuse se poursuit ardente. Tu te dis, c'est bien, il y a une bataille dans la Meuse, elle est ardente. En gros, on est en train de faire la bagarre avec les Allemands. C'est bien, on tient le coup, tu vois, on a une armée et la bataille est ardente. Et t'es pas en mode panique, quoi. Tu finis ton café, tu finis ta clope, tu te dis on verra bien, on est en train de faire la guerre, peut-être qu'on va la gagner, ça sera de l'histoire ancienne, surtout qu'on avait gagné la première et on avait un peu d'assurance par rapport à ça, on a déjà battu les Allemands, on se dit rebelote, c'est encore les Allemands qui nous emmerdent, on va faire la guerre, on va la gagner, on a une grande armée, la France est encore une très grande armée, on était à 1 million d'années-lumière d'imaginer ce qui allait se passer. Donc le mec qui a lu ce journal et celui qui ne l'a pas lu, quelque part, avait la même information. Parce que celui qui l'a lu n'avait aucune information. Parce que c'est quoi l'information qu'il fallait donner? Si le journalisme avait un intérêt, si les journalistes étaient des visionnaires, c'était quoi l'information qu'il fallait donner? Les mecs, dans 6 semaines, vous parlerez tous allemand. Ich bin Deutsch, ich bin Berliner, biche, mon cul sur la commode. Dans 6 semaines, vous parlez tous allemand. C'était ça l'info qu'il fallait donner. Et c'est un exercice que j'aime bien faire. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et le titre ou les titres des journaux m'a toujours fasciné. Et c'est là où je me suis fait un peu cette idée, et Taleb Nicolas Nassim en parle aussi dans Le Cygne Noir. Il parlait un peu de cette ignorance complète des médias français par rapport à la menace allemande. Il y a des journaux qui titraient « L'Allemagne n'est pas une menace ». Personne n'avait compris ce qui se passait. Personne. Et c'est pour ça que je vous le dis, l'actualité, c'est de la merde. Les mecs ne savent rien du tout. Ils vous racontent ce qu'ils ont envie de raconter, ils vous racontent ce qu'ils doivent raconter pour garder leur boulot et pour garder leur salaire, mais ils ont une absolue méconnaissance de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que pour comprendre, il faut avoir du recul. La seule véritable information, c'est l'information sur laquelle on a du recul. Pourquoi les livres ont de la valeur? Parce que le livre, c'est quelque chose qui est écrit sereinement, avec du recul. Le livre, c'est l'expérience d'une vie. Le livre, c'est une expérience qu'on a mâchée, digérée. Contrairement à l'article. C'est quoi un article? Tu l'écris samedi ou dimanche, tu le publies lundi matin. Qu'est-ce que tu as comme recul? Un livre, tu l'écris pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois 20 ans. Tu as toute une vie pour le peaufiner et c'est une expérience qui, pour le coup, a de la valeur. Mais les journaux, ça s'écrit tellement vite, ça se rédige tellement vite, tu as à peine le temps de faire la correction d'orthographe et tu balances ça à l'impression que, quelque part, ton image du monde, elle est faussée parce que tu n'as pas le recul. Et voilà pourquoi lire les journaux et écouter l'actualité ne vous donnera aucune information sur ce qui se passe. Pour la simple raison qu'on n'a pas de recul. Je suis en train de me moquer de ce journaliste qui a écrit l'article du 16 mai 1940, mais le mec, il savait pas ce qui se passait. Il aurait dû fermer sa gueule. Quand tu sais pas ce qui se passe, tu dis pas la guerre bat son plein. Quand tu sais pas ce qui se passe, tu fermes ta gueule. Quand tu sais pas que les chars allemands sont en train de foutre en slip l'intégralité de l'armée française, tu fermes ta gueule. Tu dis je sais pas. Je sais pas, apparemment les Allemands sont en train de foutre la merde, je sais pas. Tu dis pas, voilà, il y a des batailles, on est en train de se bagarrer. C'est pas la bagarre, c'est une humiliation, mec. Qu'est-ce que t'as pas compris? Les Allemands avaient mis sur pied la plus grande armée qui n'ait jamais existé. Les mecs, ils ont marché sur la Pologne, sur la Belgique, ils ont mis tout le monde en slip. Qu'est-ce que t'as pas compris? Mais ça, c'est le journaliste. Je suis certain que dans le commandement de l'armée, il y a des mecs qui avaient compris. Je suis certain que dans le commandement de l'armée, t'as les mecs, ils ont vu les panzers traverser, ils ont compris que c'était la fin. À la limite, si tu voulais être informé en mai 1940, t'aurais dû peut-être aller en Belgique, t'aurais dû peut-être aller en Pologne et voir ce qu'ont laissé les Allemands derrière. Et là, t'aurais compris ce qui est en train de marcher sur Paris. Mais là, c'est encore un journaliste dans son bureau en train de taper à la machine, tac, 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 la bataille fait rage, les soldats sont en position, nous allons nous battre, tac, tac, tac. À ce moment-là, il fallait fermer ta gueule. C'est là où Taleb Nicolas Nassim nous dit « Pour le journaliste, le silence ne fait pas de sens. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il balance sa merde. Il ne sait pas se taire. » Pourquoi? Parce que c'est son boulot. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les écouter. Les mecs ne savent rien. Et s'ils savaient quelque chose, ils n'auraient pas fait des études de journalisme. Soyons honnêtes.
Dans mon entourage, tous les mecs qui savent faire quelque chose, qui ont réussi, sont chirurgiens, ophtalmologues, informaticiens, mathématiciens, dentistes. Les mecs qui ont réussi autour de moi, c'est ça les métiers qu'ils font. Et toutes mes connaissances de lycée ou d'université qui ont fait psycho, socio, journalisme, etc., sont au chômage. Ils font tous autre chose. Et c'était pas les plus brillants, c'était les glandeurs, c'était les mecs qui faisaient la fête, c'était les mecs qui voulaient rencontrer des meufs à l'université, donc ils faisaient psycho, socio pour aller draguer de la gonzesse. Ou langue, voilà, j'ai un ami qui a fait anglais. Il s'est inscrit à l'université pour faire anglais. T'imagines? Tu lui dis, c'est quoi le projet, mec? C'est quoi ton... Tu vas parler anglais, c'est ça ton métier? Il y a 1 milliard de gens qui parlent anglais sans être allés à l'université. Qu'est-ce que tu proposes comme service? Faut être complètement con pour faire une licence d'anglais aujourd'hui. C'est la voie garantie pour le chômage. Et même les sites en ligne qui proposent des cours d'anglais n'embauchent que les anglais natifs, que ceux qui parlent anglais comme langue maternelle, américains, britanniques, australiens, néo-zélandais, mais ils n'embauchent pas les Français qui ont appris l'anglais à l'université. Ça, tout le monde s'en branle. Donc, il faut bien comprendre aussi le background, il faut bien comprendre aussi l'origine de ces journalistes. Il faut bien comprendre que quand tu fais journalisme, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas très bien marché dans ta vie. C'est que tu n'as pas été tout simplement assez intelligent, assez compétent, assez doué pour faire des choses sérieuses. Faut être honnête, quand tu as un quotient intellectuel de 160, tu fais pas prof d'anglais. Faut être honnête avec soi-même, faut pas se raconter d'histoires. J'ai fait journalisme ou j'ai fait cours de langue ou faculté de langue parce que je suis passionné par les langues. Non, parce que tu as un quotient intellectuel à 2 chiffres. Faut pas se mentir dans la vie, c'est pas grave d'avoir un quotient intellectuel à 2 chiffres. On va pas tous carburer à 150, c'est pas non plus une fin en soi. Tu peux être gâté par la nature et avoir un quotient intellectuel hors du commun. Au passage, c'est pas facile d'être extrêmement intelligent, hein. Tu te poses plus de questions que les gens, tu peux avoir plus tendance à souffrir que les autres, hein. L'intelligence, c'est pas toujours un cadeau, et je peux vous le dire et je peux vous le confirmer. T'as le cerveau qui carbure constamment, t'arrêtes pas de réfléchir, tu sais pas faire le vide, t'es tout le temps en train de réfléchir à la prochaine chose, au prochain projet, à la prochaine idée. Parfois c'est fatigant, voilà, c'est fatigant d'être intelligent. Donc je suis pas en train de me moquer de ceux qui ont un quotient intellectuel à 2 chiffres, des fois c'est une bénédiction. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu as un quotient intellectuel élevé, tu fais pas psycho, socio, cours de langue ou université de langue, et encore moins journalisme. 4e raison pour laquelle il ne faut pas consommer de médias et d'informations d'actualité, c'est que c'est une perte de temps phénoménale. Imagine ce que tu pourrais faire de tout ce temps. Imagine la quantité d'informations utiles, d'éducation que tu pourrais accumuler au lieu de t'intéresser aux faits divers, à un tel a poignardé un tel dans la rue, une tempête en Floride, un incendie en Italie. Tout le monde s'en branle de ça, tu vois. Regarde ta fiche de paye avant l'incendie en Italie ou avant la tempête en Floride, tu vois, regarde ton salaire. Ensuite, renseigne-toi sur cette information d'actualité. Ouais, la tempête en Floride, on va regarder ce qui se passe, etc. Tu vois, passe 2 heures à te renseigner. Reviens et regarde ta fiche de paye. Tu vas remarquer un truc, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas changé. L'utilité de cette information dans ta vie est de 0. Je vais vous le dire clairement, quand il y a un incendie en Grèce ou une tempête en Floride et que tu t'y intéresses alors que tu vis en France, t'es con. T'es con parce que tu t'intéresses à un truc qui n'a pas d'intérêt. Ça ne te concerne pas, à moins que ta baraque soit à 1 kilomètre des incendies, tu ne devrais pas t'y intéresser. Et c'est ça le drame aujourd'hui, c'est que l'information circule tellement vite que 1, on n'a pas le temps de la digérer correctement et de la comprendre, et 2, on reçoit de l'information inutile. Il y a 200 ans, quand il y avait un incendie en Australie, le temps que l'information arrive en France, il se passait par bateau, il se passait peut-être 3 mois, quoi. 3 mois avant qu'une gazette arrive ou un article arrive en te disant, voilà, il y a eu un incendie pas loin de Sydney. Et tout le monde s'en foutait parce que Sydney, il y a 200 ans, ça existait à peine. Le Captain Cook a découvert l'Australie en 1770, hein. Donc il ne se passait pas grand-chose en 1820. Et du coup, on n'avait pas toutes ces informations lointaines. Et lorsqu'on les avait, elles mettaient énormément de temps à arriver. Et quelque part, on était informé de ce qui se passait dans notre environnement, dans notre entourage, dans notre village, dans notre quartier. On s'intéressait aux choses immédiates et aux choses utiles.
Aujourd'hui, la maison du voisin brûle, tout le monde s'en branle. Par contre, un village en Grèce ou en Italie ou en Afrique du Nord, ou des forêts qui brûlent je ne sais où, tout le monde est scotché devant sa télé. Ah, t'as vu les incendies? Ah, t'as vu les incendies? Oui, mais je m'en branle. Alors c'est triste. Des forêts qui brûlent, c'est toujours triste. Mais honnêtement, arrêtez de faire de l'hypocrisie. Honnêtement, on s'en branle. De vous à moi, yeux dans les yeux, on s'en branle. Et il faut que les gens réalisent cette perte de temps et la calculent aussi. Parce qu'on ne calcule pas le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, à la télé, les médias, la distraction, Hanouna et compagnie. Les gens ne calculent pas vraiment ça, mais si vous calculiez réellement, eh bien vous allez réaliser que vous passez 3 heures, 4 heures par jour à faire ça. 4 heures par jour. 4 heures par jour, t'as le temps d'apprendre un métier, mec. 4 heures par jour consacrées à quelque chose d'utile, t'as le temps d'apprendre un autre métier, une autre vocation, t'as le temps d'avoir un deuxième métier, tu peux générer du fric en faisant autre chose. C'est énorme, 4 heures par jour. Et je pense que le temps que les gens passent en moyenne par jour sur les réseaux sociaux ne doit pas être loin de ça. 4 heures à regarder des infos, des images inutiles. Et c'est triste parce que c'est un temps qui ne reviendra pas. Ça, les réseaux sociaux l'ont compris. La valeur, le nouveau pétrole, le nouvel or, c'est votre temps. Tous les réseaux sociaux l'ont compris. Il n'y a que les gens qui consomment les réseaux sociaux qui ne l'ont pas compris. Quand tu es scotché 2 heures sur Facebook, dis-toi que tu as travaillé pour Facebook. Tu as travaillé gratuitement, mais tu as travaillé quand même. D'ailleurs, il y a des nouveaux projets de browser comme Brave, c'est l'équivalent d'Internet Explorer ou de Google, mais qui proposent une rémunération en crypto-monnaie pour le temps que vous passez dessus. Et Brave garantit que vos informations ne seront pas divulguées, ne seront pas partagées. Et c'est un embryon de ce qui pourrait peut-être se passer dans le futur, que toute cette attention, perdue pour perdue, autant qu'elle soit rémunérée. Parce que c'est du temps tout ça, et le temps c'est de l'argent. Et donc peut-être que dans le futur, une forme de salaire universel sera de rémunérer les gens pour le temps qu'ils passent sur Internet. Il n'y a pas de raison. Google gagne et Facebook gagne des milliards de dollars grâce au temps que nous passons sur Internet. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas rémunéré. Ils gagnent de l'argent sur ça, donc pourquoi on n'en gagnerait pas aussi? Et Brave, ou Brave, est l'un des premiers browsers, navigateurs, à proposer ça. Je vous le mettrai en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Je ne sais pas si c'est un projet abouti encore, mais en tout cas, l'idée est là. L'idée de rémunérer en crypto-monnaie les consommateurs de contenu pour le temps qu'ils passent sur Internet. 5e et dernière raison pour laquelle il faut arrêter de consommer les médias et l'actualité, c'est que 99% des infos que vous écoutez, que vous consommez, ne changeront rien, absolument rien à votre vie. Rien de ce que vous écoutez dans l'actualité, que ce soit le pass sanitaire, que ce soit les talibans en Afghanistan, que ce soit la météo, les incendies, toutes ces infos sont absolument inutiles à votre vie et ne changeront absolument rien. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire « Ah, l'Observateur, qu'est-ce que tu penses du pass sanitaire ? Oh, l'Observateur, qu'est-ce que tu penses des talibans en Afghanistan ?» Je vais vous dire quelque chose, honnêtement. L'Afghanistan, ça a toujours été un tas de cailloux. Ça sera toujours un tas de cailloux. Tout le monde s'est cassé la gueule en Afghanistan. Les Soviétiques, les Américains, tous les gens qui mettront les pieds en Afghanistan se casseront la figure. Pourquoi ? Parce que c'est ce que c'est l'Afghanistan. C'est un tas de cailloux. Et honnêtement, la vie des Afghans, je m'en branle. Faut être honnête avec soi-même. Faut arrêter de faire de l'hypocrisie en mode social justice warrior. Oui, c'est dommage l'Afghanistan. Si les Afghans veulent vivre dans un régime islamique, qu'ils vivent dans un régime islamique, c'est pas mon problème. Foutez la paix aux gens. Est-ce que les Afghans sont venus se mêler de la Révolution française? Est-ce qu'ils sont venus dire c'est un coup d'État, c'est pas bien, faut l'arrêter? Non. Bon, est-ce qu'il faut aller se mêler de la Révolution en Afghanistan? Les mecs, ils vivent dans un tas de cailloux. Ils vivent comme ils veulent. C'est pas à moi de leur dire comment vivre. Ils veulent vivre dans un régime islamique. Eh bien, tant mieux pour eux. J'ai rien à leur dire. J'ai rien à leur dire qu'ils vivent chez eux, dans leur pays, sous le régime qu'ils veulent. On n'a pas à aller les bombarder ou aller leur expliquer comment vivre. Donc, l'Afghanistan, je m'en branle d'une puissance, vous ne pouvez pas imaginer.
On m'a aussi beaucoup parlé du pass sanitaire. L'observateur, le pass sanitaire, qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, je ne me suis pas vacciné, c'est un avis personnel, c'est une position personnelle, parce que je pense que je touche du bois, mais je suis suffisamment en bonne santé pour pouvoir me remettre d'une éventuelle maladie Covid ou d'une maladie du type grippe. C'est mon avis personnel. Peut-être que je vais choper le Covid et que je vais le regretter et que je vais me dire merde, c'est quand même costaud ce truc, j'aurais dû me vacciner. Peut-être. Mais pour le moment, ma position, c'est que j'ai mis dans la balance l'avantage d'un côté et le risque de l'autre. Et j'ai jugé que le risque du Covid n'était pas suffisamment important pour prendre le risque du vaccin. Pour moi et à mon âge. Je ne fais pas partie du tout des hystériques qui disent il y a des trucs dans le vaccin, j'ai vu des trucs avec des gens qui se collent des cuillères sur l'épaule pour dire regardez, il est magnétisé. Arrêtez vos conneries, c'est un vaccin normal qui a des risques comme tous les autres vaccins. Tous les vaccins sont risqués, hein. Tous, même les vaccins qui existent depuis 40 ans, le vaccin pour la polio est risqué, il y a des risques dans tous les vaccins. Dès que tu t'injectes une substance qui n'est pas naturelle dans ton corps, tu prends un risque. Sauf qu'il faut faire le calcul coût-avantage. Quel est le risque avec la polio? Quand tu vois à quoi ressemble la polio, tu te dis le risque du vaccin, il est minime. Parce que je peux te dire que si tu chopes la polio, tu vas en avoir pour ton argent. C'est pas un truc simple, tu as les muscles qui partent en couille, tu commences à marcher de travers, c'est pas un truc que tu as envie d'avoir. Donc quand tu vois à quoi ressemble la maladie et on te parle d'un vaccin, tu vas te vacciner direct. La polio, tu fermes ta gueule et tu vas te faire vacciner. Si on avait un virus du type Ebola, je ne le souhaite pas parce que le Ebola, c'est pas le Covid, hein. Ça te liquéfie les organes internes en 48 heures, tu commences à pisser le sang par les oreilles, par le trou de balle, c'est un truc, c'est pas beau à voir. Si on avait un virus de cette magnitude, aussi dangereux que l'Ebola, et qu'on me proposait un vaccin, j'irais me vacciner dans les 40 secondes qui suivent. Parce que je mets dans la balance le risque et l'avantage, et je comprends tout de suite qu'il ne faut pas déconner avec ça. Et c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. Je mets d'un côté le risque et je mets d'un autre côté l'avantage. Et c'est pour ça que je ne me suis pas vacciné pour cette maladie en particulier, parce que je pense que le risque du vaccin est trop élevé par rapport à l'avantage qu'il me procure, parce que je pense que si j'attrape cette maladie, le Covid, il y a des chances, il y a de grandes chances que je m'en sorte comme toutes les personnes jeunes et en bonne santé qui l'ont attrapé. Maintenant, est-ce que je suis contre le fait que mes parents se vaccinent? Pas du tout. Pas du tout, ils sont à un âge avancé où, effectivement, s'ils chopent le Covid, s'ils chopent cette grippe pulmonaire, ils risquent d'avoir des difficultés à la surmonter. Et donc, quand mes parents m'ont dit « on va se vacciner », j'ai rien dit. J'ai rien dit, je vais pas avoir leur mort sur la conscience. T'imagines, tu dis à ton père ne te vaccine pas, c'est de la merde, il y a des trucs dedans, il chope le Covid, il fait une insuffisance respiratoire et il y passe. T'auras la mort de ton père sur la conscience. Donc, je suis pas médecin, je suis pas biologiste, je pense qu'à un âge avancé, et que ce soit le Covid ou une autre grippe d'ailleurs, hein, on parle pas souvent de la grippe traditionnelle, hein, il y a des gens qui se vaccinent tous les ans pour la grippe conventionnelle. Et même une méchante grippe peut être aussi dangereuse, voire plus dangereuse que le Covid. Donc, lorsqu'il s'agit des personnes âgées, 75 ans, 80 ans, avec peut-être des comorbidités, c'est même plus une question de Covid. N'importe quelle maladie virale qui fragilise leur système immunitaire peut être dangereuse pour eux. Donc, pour résumer, je suis un libéral. Je pense que chacun a le droit de prendre son destin en main. Si tu juges que pour toi, eh bien, tu as une fragilité, tu as une comorbidité, tu as une maladie chronique et que tu ne peux pas avoir le luxe d'en plus choper le Covid, eh bien, fais ton vaccin. Si tu penses que tu es en bonne santé, que tu es jeune, que tu n'as rien à craindre, eh bien, affronte la maladie sans te vacciner ou affronte le risque de la maladie sans te vacciner. Voilà un peu ma position par rapport à ça. Je ne vais pas me mettre à faire ce que font beaucoup de gens sur Internet, donner des conseils ou donner plutôt des consignes ou des directives alors que je ne suis ni médecin ni biologiste. J'ai le droit de donner mon avis, qui est que lorsqu'on est jeune et en bonne santé, on ne devrait pas aller se faire piquer, mais c'est mon avis, ce n'est pas une consigne, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un conseil, c'est mon avis personnel et c'est ce que j'ai appliqué à moi-même. Et le pass sanitaire, j'avoue que ça m'aurait relativement dérangé parce que je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus au restaurant.
Quelque part, si on m'interdit d'aller dans un endroit parce que je suis pas vacciné, ben je n'irai plus tout simplement. Les gens sont là, ouais, faudra bientôt un vaccin pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller au cinéma. Ben ne va plus dans les boîtes de nuit. C'est déjà des endroits dégénérés. Qu'est-ce que tu pleurniches? J'ai besoin d'un vaccin pour aller dans les boîtes de nuit. Ben n'y va plus. C'est de la merde ces endroits. Qu'est-ce que tu... Je comprends pas moi. À un moment je décroche. Ah, il faudra bientôt un pass pour aller dans les restos. Ben n'y va pas. Attends que cette merde passe et ne va pas. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas mis les pieds dans un resto. C'est pas 3 mois de plus qui vont changer quelque chose. N'y va pas. Laisse passer la crise et n'y va pas. Tant pis. Ne va pas au cinéma. D'ailleurs, je sais plus, ça fait un siècle que je suis pas allé au cinéma parce que j'aime pas. J'aime pas, voilà, être dans une pièce avec 350 personnes qui toussent, qui pètent, qui rotent. Je préfère regarder chez moi un film tranquille. J'ai pas allé à me foutre dans une salle avec autant de personnes. Et même la qualité des écrans. Aujourd'hui, tu peux avoir des écrans plats chez toi qui explosent en qualité ce que tu peux avoir sur un écran de cinéma. Et avant, les cinémas, c'était surtout pour les dates. On emmenait des gonzesses au cinéma, c'était à la mode. Mais c'est fini tout ça. Qui va encore au cinéma? Donc j'ai envie de dire, honnêtement, le pass sanitaire, j'ai vu tout le bruit qu'il y avait autour et j'ai volontairement évité d'en parler tout ce temps parce que je ne voulais pas contribuer à l'hystérie. Quand j'ai vu des gens poster sur Internet des cuillères collées sur l'épaule en expliquant « Regardez, dans le vaccin, il y a du magnétisme », je me suis dit « Ça part en couille cette histoire ». Ça part complètement en couille, les gens sont en train de perdre la tête. Et j'ai pas voulu rajouter une couche à l'hystérie collective. Je pense qu'on est dans un monde d'hystérique. Les gens ne savent plus réfléchir, se poser et comprendre ce qui se passe. On est dans un monde d'hystérique. Dès qu'il se passe un truc, on sort, on va crier dans la rue, ouin, je suis pas content. Ça me dépasse. Et moi, quelque part, je suis sorti du monde depuis très longtemps. Je ne participe plus à tout ça. Je vis ma vie comme un MGTOW qui s'est retiré. Et je ne m'intéresse plus à toute cette branlerie de dégénérescence qui se passe autour de moi. Et aussi, j'appliquerai cette consigne à moi-même, je ne produirai plus de contenu d'actualité ou de contenu qui parle d'actualité ou d'informations sur lesquelles on n'a pas de recul. Pourquoi? Parce que j'ai envie de produire des choses qui sont intemporelles, des choses qu'on pourra écouter, réécouter dans 5 ans, dans 10 ans et se dire « Tiens, ça avait beaucoup de sens » ou « Tiens, j'ai appris quelque chose ». C'est ça que j'ai envie de faire. Et si vous voulez, le meilleur compliment qu'on puisse me faire ou le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait, c'est quand les auditeurs m'écrivent en me disant « L'Observateur, elle est passée où ta vidéo baiser avant d'aimer? Elle est passée où ta vidéo sur le cimetière des éléphants? Elle est passée où ta vidéo sur les hommes vieillissent comme du vin, les femmes vieillissent comme du lait ?» C'est des vidéos qui ont été strikées pour la plupart par YouTube, que j'ai retirées, que je suis petit à petit en train de remettre sur Patreon. Je suis en train de les retrouver dans mes anciens disques durs parce qu'elles ont été complètement supprimées par YouTube et que je dois re-télécharger, re-uploader sur Patreon. Pas sur YouTube, ça sert à rien. Je vais encore me faire striker, aucun intérêt. Et je me dis, mais c'est quand même des vidéos que j'ai publiées en 2017, il y a 4 ans, et les gens m'en parlent encore. Et c'est un compliment pour moi parce que je me suis dit que j'ai quand même réussi à produire quelque chose qui est devenu intemporel. Lorsque les gens revisionnent des vidéos que tu as publiées il y a 4 ans, tu te dis, tu as quand même fait quelque chose qui a du sens. Combien de créateurs de contenu peuvent se vanter d'avoir des vidéos qu'ils ont diffusées il y a 5 ans ou il y a 4 ans et que les gens regardent encore? Très très peu. La plupart des vidéos sur YouTube, tu les as vues une fois, tu passes à autre chose. Et la plupart vieillissent très mal, comme d'ailleurs les journaux télévisés vieillissent très mal. Qui aujourd'hui va aller regarder le journal télévisé du 20 juin 2017? Tout le monde s'en branle de ce qui s'est passé ce jour-là. Tout le monde s'en branle. L'actualité vieillit très mal. Qui va relire un journal papier, qui a été publié il y a 4 ans? Personne. Par contre, on va encore lire des romans qui ont été publiés il y a 400 ans. Tu vas lire aujourd'hui Don Quichotte de Cervantes, qui est l'un de mes romans préférés, publié en 1605, il y a plus de 400 ans. Tu vas encore te prendre des barres de rire en lisant Don Quichotte. Il y a 400 ans qu'il a été écrit, le truc. Il n'a pas pris une ride. Et c'est un roman au passage qui touche à la folie, à la psychologie, ce chevalier qui a complètement perdu la tête, qui pense qu'il va aller retrouver sa dulcinée, qui se bat contre des moulins,
un roman d'une qualité, d'une puissance et d'un humour aussi. C'est ça que j'ai découvert en le lisant. Je ne pensais pas que c'était aussi drôle. Et le truc a 400 ans, 4 siècles. Alors que les infos qui ont été diffusées la semaine dernière, les gens ne les lisent déjà plus. Tout le bruit qu'on a fait sur les incendies en Europe, plus personne n'en parle. Maintenant, c'est fini. Ça va bientôt être la rentrée, on aura d'autres problèmes. Et les incendies, bon, c'est fini ça y est. Plus personne ne reparle d'actualité. Et c'est pour ça que je me dis que si je veux vraiment continuer à faire du contenu de qualité, il ne faut pas que je parle d'actualité, ou du moins, il faut que j'en parle extrêmement rarement, parce que ça vieillit mal, et ça ne vous apporte rien dans votre vie de tous les jours. Et pour moi, si je veux continuer à faire de la qualité, il faut que je produise du contenu intemporel que les gens pourront utiliser dans leur vie de tous les jours, dont ils pourront se servir pour comprendre le monde, pour mieux comprendre le monde. Encore un autre exemple, j'ai un auditeur qui a 19 ans et qui m'a écrit en me disant « L'Observateur, je viens d'écouter ton podcast sur l'investissement, sur Patreon, ton podcast sur les ETF, sur Vanguard, sur les fonds Lyxor, Amundi, comment investir sur les ETF, comment préparer sa retraite. » Et il me dit « Je ne comprends pas, je n'ai jamais entendu parler de ça à la télé ou dans les médias. » Et il me dit « Je découvre grâce à toi comment devenir millionnaire si je commence à investir à 19 ans dans un fonds indiciel, dans un fonds passif, avec des frais de gestion extrêmement bas, parce que j'ai aussi expliqué comment les frais de gestion des fonds peuvent flinguer votre rendement, donc choisissez le fonds le moins cher, le broker qui vous prend le moins d'argent. Et il me dit, grâce à toi, à 19 ans, je sais comment devenir millionnaire à 60 ans en mettant mon argent là où il faut. Et voilà ce que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est de sortir un peu les gens de la médiocrité du quotidien et de leur expliquer que s'ils s'éduquent, ils pourront faire des miracles. S'ils s'éduquent et qu'ils sortent du schéma abruti et abrutissant de « je vais à l'université, je fais des études, je travaille, je fais des stages, je cotise pendant 42 ans. 42 ans, bon sang, toute ta vie, pour peut-être un jour toucher une retraite entre 900 et 1500 euros. 1500 si t'es gâté. C'est pas possible. Tu t'es jamais dit que pendant 42 ans, t'avais autre chose à faire? Tu t'es jamais dit que 42 ans, c'est long et que peut-être que si tu faisais autre chose, que si tu investissais différemment, que si tu réfléchissais différemment, il y a peut-être quelque chose d'intéressant que tu pourrais faire pendant ces 42 ans? Et c'est triste quand je vois le manque d'éducation autour de moi. C'est triste quand je vois les gens investir dans les crypto-monnaies, dans les shitcoins, en espérant devenir millionnaires, alors qu'il y a des moyens traditionnels qui existent depuis plus d'un siècle. La bourse, ça fait plus d'un siècle que ça existe, que ça a fait ses preuves. Les gens en Suède, en Angleterre, aux États-Unis, vivent de la retraite par capitalisation. C'est comme ça qu'ils vivent. Il n'y a pas l'État qui te paye la retraite tous les mois. Et ils vivent mieux que les Français qui idolâtrent cette espèce de retraite par répartition qui vous paye des miettes tous les mois. C'est ça que je comprends pas. Les gens sont là, non, faut pas capitaliser, le capitalisme c'est les méchants, on préfère la retraite communiste par répartition. C'est les jeunes, c'est les petits là qui travaillent qui vont payer notre retraite. T'imagines un peu à quel point il faut être tordu pour mettre sur les générations futures le poids de notre retraite? T'imagines un peu l'hypocrisie que c'est? Moi, je dormirai pas la nuit en me disant que c'est mes petits-neveux qui vont payer ma retraite. Ça m'intéresse pas. J'ai travaillé, j'ai investi. Ma retraite, elle est payée par la bourse, elle est payée par Apple, elle est payée par Facebook, elle est payée par tous les investissements que j'ai pu faire, ou elle sera payée du moins. C'est pas à mes neveux de payer ma retraite. Mais t'as plein de Français qui sont dans ce paradigme. Non, il faut protéger la retraite par répartition. C'est mes enfants, c'est nos enfants. Faites des gosses, ils vont payer votre retraite. Ils vont rien payer, vos enfants. Ils seront au chômage, certainement. Ils vont galérer pour s'en sortir eux-mêmes. Ils vont certainement revenir vivre chez vous parce qu'ils galèrent tellement qu'ils n'ont plus de perspective, plus de boulot. Et donc, louer un appart, ça sera déjà un miracle. Comment ils vont payer ta retraite? Sois un peu lucide. Ça, c'est un truc de 68 arts. Cette génération de déglingos, de dégénérés, qui nous ont fait payer leur retraite. La génération qui a tout eu. Aujourd'hui, c'est la génération du chômage et des salaires à 2000 euros qui paye la retraite des 68 arts et des salaires à 3000, 4000 balles net. C'est ça qui n'est plus possible.
Et voilà pourquoi je vous encourage vivement à quitter petit à petit l'actualité, sortir de l'actualité ou regarder ça comme un feuilleton, regarder ça comme un truc inutile. Et à chaque fois que vous pensez qu'une info d'actualité a de l'importance, reprenez ce journal du 16 mai 1940 qui expliquait comment on était en train de se battre aux frontières contre les Allemands, alors que la réalité c'est que 6 semaines plus tard, nous allions tous devenir Allemands. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.